la salle est attentive, c'est bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices généraux et générales des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les secrétaires et secrétaires générales des collectivités locales. Rémi Moulin, maire de Ploufragan et vice-président du CDG 22, m'a chargé de vous accueillir en tant que première adjointe de la ville de Ploufragan et particulièrement investie depuis de nombreuses années sur la question de l'égalité homme-femme. J'en suis particulièrement honorée et je l'en remercie. En son nom, en mon nom, je vous souhaite la bienvenue à Ploufragan, dans ce magnifique palais des congrès, certes un peu excentré de notre centre de ville, que je vous invite à découvrir. Nous y avons de très bonnes tables et un élément particulièrement structurant, le centre Victor Hugo, bâtiment municipal accueillant une médiathèque et un centre culturel avec une école de musique, une école d'art plastique, une école de danse, une galerie d'exposition et d'ici 18 mois, un lieu de diffusion culturelle des arts de la parole. Plus de 1000 personnes y circulent par jour ouvré. Une émotion aussi particulière d'être aux côtés d'un ami de longue date, Loïc Corret, que je salue et que je félicite pour le choix du thème de cette journée de travail. La question de l'égalité homme-femme est une exigence républicaine. La parité dans nos assemblées, avec un point noir, la place des femmes au sein des intercommunalités. La question de nos politiques publiques, l'aménagement de nos cours d'école, la construction de nos équipements sportifs pour un égal accès des filles et des garçons, l'aménagement de nos espaces publics pour que les filles s'y sentent en sécurité, l'éducation à l'égalité, filles-garçons, dans nos centres de loisirs ou accueil périscolaire, l'introduction aussi de clauses sociales dans nos marchés publics favorisant l'égalité, notamment dans les clauses sociales. Autant d'éléments, de pistes que je ne doute pas seront, je l'espère, abordés aujourd'hui pour faire de la Bretagne et de ses collectivités locales une terre d'exception. Très belle journée à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, il y a un silence de mort dans cette salle. On monte à la tribune, ça fait bizarre. Hein. D'abord, je dois dire qu'on a eu quelques difficultés pour les derniers moments de cette session des territoriales. Vous le savez, on est dans un contexte particulier du point de vue des transports ou de l'ambiance générale, et forcément on a eu les temps derniers des changements dans le programme de la journée, et notamment des intervenants, et je voudrais remercier très chaudement les intervenantes en particulier qui ont bien voulu, au pied levé quasiment, je pense à Annie Louérou et Edith Méran, venir ce matin avec vous, organiser, travailler, intervenir, alors que ce n'était pas prévu, parce qu'il fallait remplacer du monde qui ne pouvait pas venir, évidemment, pour les questions de transport que vous connaissez. Donc, merci à vous. J'en ai cité deux, mais il y en a bien d'autres qui ont travaillé tous les temps derniers pour faire en sorte que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, de remercier Christine. Où est-ce qu'elle est partie, Christine? Voilà, merci. De remercier Christine et Rémi, qui est à côté, qui a volontiers délégué sa place auquel il tient d'habitude. Je veux dire, je suis ici à Ploufragan et vous allez le savoir. En général, c'est ce qu'il nous dit. Mais le délégué à Christine, puisqu'aujourd'hui, on est dans, comme tu l'as dit, dans une journée particulière, et je ne reviendrai pas sur ce qui est là très bien évoqué, sur les sujets, d'une manière ou d'une autre, que nous allons évoquer ce matin dans la table ronde et cet après-midi dans le cadre des groupes de travail. Avec toutes ces questions-là, vont revenir, bien évidemment. Je voudrais aussi remercier de sa présence Marie-Claire, la maire de Saint-Brieuc, mais surtout la seule
présidente d'intercommunalité des Côtes-d'Armor. Donc, comme c'est la seule, tu as évoqué ça tout à l'heure, il fallait citer Marie-Claire et sa présence, bien évidemment, parmi nous. Évidemment, je remercie effectivement tous les autres élus qui sont là, les présidents de centres de gestion, notamment Jean-Jacques qui interviendra tout à l'heure, Annie, j'en ai parlé tout à l'heure, et tous les élus, tous les personnels, tous les agents, tous les agentes qui sont présents et qui vont travailler toute la journée. Vous allez évidemment travailler toute la journée sur ce thème de l'égalité qui est évoqué ici et qui, avec l'université, puisque Daniel Charles-Billon va parler tout à l'heure, nous permet, pour la 14e année, de travailler régulièrement sur des thèmes différents, intéressant à la fois les élus, à la fois la fonction publique territoriale, donc d'une certaine manière la société. Et de ce point de vue-là, le thème de cette année est particulièrement fédérateur, même s'il n'est pas simple. Et quand on a parlé de ça au début pour le mettre en œuvre, notre directeur qui est ici, Carpentier, a donc eu beaucoup d'hésitations. Est-ce que c'est suffisamment fédérateur? Est-ce qu'on va pouvoir parler de ça de manière tranquille? Est-ce que ça va amener du monde, en gros? C'est ce qu'il nous disait Pierre-Jean. Et je pense que oui, je pense que c'est un point important. Parce que même si ça nous concerne, mais même si ça ne touche pas forcément la fonction publique comme on pense qu'il faudrait que ça fasse, on voit bien que c'est un point d'actualité extrêmement important. On voit bien que c'est quelque chose qui, de toute façon, va devenir de plus en plus prégnant et que donc, dans ces conditions-là, même si aujourd'hui on est un petit peu moins nombreux que d'habitude, il faut se mettre ça dans la tête comme une nécessité absolue, une impérieuse nécessité, pour paraphraser quelqu'un d'autre. Je crois qu'effectivement, depuis que nous parlons de ces questions-là, on a beaucoup parlé de ces questions-là, il faut que petit à petit, on avance aussi dans des réalisations concrètes qui nous permettent de faire en sorte que ça devienne quotidien, ce qui n'est évidemment pas encore le cas. Et on s'aperçoit, quand on parle de ces questions d'égalité, de relations, d'organisation de la société autour des relations hommes-femmes et d'égalité hommes-femmes, on s'aperçoit que ces situations ont vraiment commencé à bouger il y a très peu de temps, en fait, quand on regarde la règle de l'histoire. 45, 46, le vote, c'est quand même très récent. Et puis les années 70 qui ont été des années de mouvements extrêmement importants de ce point de vue-là. Qu'on parle de, évidemment, tout le débat sur l'IVG, tout le débat sur tout ce qui tourne autour de la contraception, tout le débat qui, après, a commencé à venir sur des lois, les unes à côté des autres. Je rappelle au passage que jusqu'en 1975, l'adultère était un délit. On admet. La femme allait en prison. L'homme avait une amende. C'était ça, avant 1975. 45 ans. 45 ans, c'est une carrière. Non, 42 ans, une carrière. Mais ça veut dire ça. Donc on est dans des temps très proches, une temporalité très resserrée par rapport à ces évolutions-là. Et quand on regardait l'article 212, 213, 214 du Code civil que l'on dit dans les mariages, à l'époque, c'était pas la même chose. C'était le chef de famille décide et la femme doit la suivre. Doit le suivre. C'était jusqu'en 75. Ça. Donc on voit bien cette évolution depuis les années 70, depuis qui ont été petit à petit un petit peu efflorescentes sur ce sujet-là, avec beaucoup de choses de dites, mais aussi encore beaucoup de débats. Christine a évoqué avec totalement raison, avec juste titre, tout ce qui tourne autour, par exemple, des cours d'école. C'est pas grand-chose, une cour d'école. Sauf que c'est ce qui va déterminer tellement de choses après dans la suite de la société, dans la suite de la vie des enfants. On sait très bien qu'aujourd'hui, les cours d'école, c'est un lieu de discrimination. C'est un lieu de prise de pouvoir et c'est un lieu de mise à l'écart. Et on s'aperçoit à quel point, si on ne travaille pas sur ce genre de sujet, et notamment pour l'éducation tout de suite des enfants, on s'aperçoit qu'après, l'hégémonie masculine continuera à avoir de beaux jours devant elle. Donc, ce genre de sujet, effectivement, ça fait partie, par définition, je dirais, du travail de la fonction publique territoriale et des élus, parce que ce genre de choses, ce sont les points sur lesquels nous pouvons avoir de l'action concrète, évidemment.
Donc ces années 70, on a bien vu une évolution importante. Et puis, petit à petit aussi, à partir de ça, des choses qui sont produites dans la fonction publique territoriale, beaucoup de lois. Daniel les dira mieux que moi tout à l'heure, et vous les reprendrez, mais les lois de 75, 83, 2001, et puis à partir de 2012, 2013, et puis la loi de 2019 sur la fonction publique qui a des éléments extrêmement importants concernant l'égalité homme-femme. On le voit bien, ce sont des choses qui ont, les temps derniers, qui nous amènent à discuter et à voir concrètement les conséquences que ça a pour nos collectivités. Je ne parle pas simplement des rapports que nous devons faire maintenant sur l'égalité homme-femme et que toutes les collectivités, enfin pas toutes, les collectivités de plus de 20 000 doivent faire. Je ne suis pas sûr qu'elles le fassent toutes. Je ne vais pas demander à Guy si ça a été fait chez nous. Ça n'a pas été fait. Non mais je le sais, et autant qu'on le dise, c'est vrai qu'on a encore du retard sur ce genre de choses. Tous les rapports, toute l'organisation que cela implique, on sait très bien que nous-mêmes ne sommes pas les premiers à mettre ça en œuvre. Parce qu'il y a toujours autre chose à faire, parce qu'on ne se sent pas ou moins concerné. Or, on voit bien à quel point le rapport, qui n'est qu'un élément technique, d'une certaine manière, peut après nous amener à tirer des conclusions sur la manière dont on peut organiser différemment les choses. Je ne parle pas des différences salariales, de régime indemnitaire, que nous connaissons et on voit les choses se faire, même s'il y a eu des évolutions extrêmement importantes là-dessus, on voit bien à quel point on est encore en décalage sur un certain nombre de choses et sur un certain nombre de carrières concernant effectivement le régime indemnitaire, les méthodes de travail et tout ce qui tourne autour de la charge mentale dont on évoque souvent les conséquences des femmes, à la fois dans la famille, à la fois dans la société et à la fois dans le travail, par rapport à ce que ça veut dire derrière. Donc on voit à quel point ce sujet-là est encore aujourd'hui extrêmement prégnant, et je dirais même comment il devient central dans notre société. Beaucoup plus qu'il ne l'a été, et il faut que la démocratie, la République en France, s'appuie sur ce genre de débat pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et faire en sorte que cette société que nous voulons soit encore plus juste du point de vue justement d'égalité. Cette égalité sera sans doute un des premiers éléments pour pouvoir construire des choses encore plus solidaires et plus justes. Donc on voit à quel point on a une tâche importante qui est à la fois, je dirais, technique, fonction publique territoriale, et les centres de gestion est au cœur de ce sujet-là, à la fois d'organisation et puis à la fois aussi de société, c'est-à-dire, je dirais d'une certaine manière, philosophique. Et ce débat-là, nous ne l'avons pas encore tranché. Nous n'avons pas encore résolu toutes les contradictions qui sont posées dans ce genre de choses. Je ne parle pas, évidemment, mais on le fera aujourd'hui, aussi des élus, de ce qui s'est passé sur les premières lois sur l'égalité des plus de 2500 ou 3500, je ne sais plus combien que c'est, donc égalité homme-femme. Et ça a amené beaucoup de choses dans les communautés, dans les communes plutôt, beaucoup de choses aussi au niveau des conseils départementaux, même si c'était une règle un peu complexe. Mais on voit à quel point il y a encore du travail à faire quand on voit l'état, aujourd'hui, de la représentation au niveau des exécutifs des femmes dans les communautés, les intercommunalités. Et on voit aussi le nombre de maires qui n'est pas véritablement, aujourd'hui, égalitaire par rapport à la place des femmes dans les conseils municipaux. Donc, on a encore, nous, élus, énormément de choses à faire pour faire en sorte que, justement, on puisse passer ces étapes que j'évoquais tout à l'heure. Cette égalité, c'est un objet, donc, de société. C'est un objet de travail, c'est un objet aussi, pour nous, centre de gestion, d'organisation et de perspective de travail. On a commencé à le faire, mais cette session nous paraît être un élément essentiel pour justement faire en sorte que, à la fois, on regarde ce que sont les textes véritablement, on regarde ce que sont les freins et les atouts que nous pouvons avoir pour développer ce sujet, pour aller plus loin, et surtout faire en sorte que le centre de gestion continue, pour ce qui concerne sa compétence de la fonction publique territoriale, à être un lieu vivant, à être un lieu de bouillonnement et à être un lieu d'anticipation et de prospective pour des débats comme celui-ci. Aujourd'hui, l'égalité professionnelle, d'autres demain sans doute, mais en tout état de cause, des points sur lesquels nous avons besoin de réfléchir
pour le bénéfice de la société. Merci à tous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session. Eh bien, tout d'abord, merci Madame la maire adjointe de Ploufragan pour l'accueil régulier dans cette enceinte des territoriales de Bretagne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidentes et les Présidents, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs, Mesdames et Messieurs, globalement, les élus, les agents de l'État, les agents territoriaux, chers collègues et chers étudiants, je suis une fois de plus très honorée et aussi très heureuse de participer à cette 14e édition des rencontres territoriales, donc, organisées donc, ici même, donc, par le CDG 22, donc en partenariat donc, avec l'Université Rennes 2, comme l'a dit le Président, et aussi, bien sûr, les 3 autres CDG bretons, donc 29, 35 et 56, la délégation régionale du CNFPT, et donc cette année, effectivement, tout particulièrement au regard de la thématique choisie, eh bien, nous avons effectivement une contribution à de la DGCF, puisque, effectivement, il y a eu ce manifeste sur la parité dans les postes de direction des intercommunalités. Et bien sûr aussi, comme depuis quelques années, le partenariat, effectivement, s'est élargi. Donc il y a, bien sûr, la présence de l'AMF, la RIC, la DCM, qui, bien sûr, participent sur ce thème à nos échanges d'aujourd'hui. Et aussi, donc pour la 14e année consécutive, je rappelle que nous recevons le soutien financier, donc en particulier du CDG 35, CDG 22 étant organisateur, du syndicat de gestion du pôle universitaire de Saint-Brieuc, en Côte-d'Armor, le SGPU, et de ses 2 membres statutaires, donc le département des Côtes-d'Armor et l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc, le thème proposé cette année, comme il l'a indiqué par le président Loïc Corret, donc femmes et hommes s'engager dans la vie publique de demain, eh bien, effectivement, ce thème s'est avéré particulièrement d'actualité, et particulièrement aujourd'hui, 10 décembre, et la thématique intervient vraiment à point nommé, puisque nous sommes là dans un contexte qui est doublement porteur sur le plan de l'actualité. Alors tout d'abord, nous avons le contexte électoral dans lequel nous nous situons, l'imminence des élections municipales. Et là, on voit que les élus locaux se sont mobilisés. Et la présente rencontre, par exemple, intervient 2 semaines après les Journées nationales des femmes élues, effectivement, qui s'est déroulée les 22 et 23 novembre. Le réseau des élus locaux, le Haut Conseil Égalité Femmes-Hommes et des associations d'élus se sont mobilisés pour mettre le cap sur la parité dans les conseils municipaux en 2026. Et donc ces élus considèrent que la loi engagement et proximité, donc en cours de négociation, présente l'avantage de replacer dans le débat la question d'une meilleure représentation des femmes en politique, notamment dans les EPCI, mais en dépit de leurs appels répétés, en dépit de leurs attentes sur l'élargissement de l'obligation de la parité à l'ensemble des conseils municipaux dès 2020, eh bien, elles estiment ne pas avoir été entendues, particulièrement au Sénat. Les cadres de l'administration territoriale, on l'a dit, se mobilisent aussi avec le manifeste de la DCF, de la DGCF, soutenu par la DCF. Donc, ambition 2020, atteindre les objectifs de parité dans les directions d'intercommunalité. Donc, ce manifeste est aussi un point intéressant, sur lequel, bien sûr, je pense, il sera
fait état dans le cadre de nos débats. Et on a aussi ce contexte législatif qui est aussi favorable aux échanges sur cette thématique, tout particulièrement en ce moment. Et n'oublions pas que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, élus et cadres territoriaux, a été considérée comme une grande cause nationale, hein, donc selon les propos du président de la République en 2017. Donc le contexte législatif s'inscrit dans cette démarche. Alors on a tout d'abord la loi transformation de la fonction publique, donc cette loi du 6 août 2019, et cette loi prévoit donc notamment de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la prévention des discriminations avec la mise en œuvre d'un plan d'action pluriannuel, égalité professionnelle, un dispositif de signalement des discriminations. Elle prévoit aussi un renforcement de l'obligation de nomination équilibrée entre les femmes et les hommes sur les postes de direction et d'encadrement. Elle prévoit une composition équilibrée, une présidence alternée des jurys et instances de sélection pour le recrutement, l'avancement, la promotion interne, ainsi que celle relative à la présidence alternée de ces jurys. Elle prévoit aussi, cette loi, le maintien des droits à l'avancement en cas de congé parental ou de disponibilité et avancement, donc de manière équilibrée. Alors, bien entendu, toutes ces mesures, maintenant, qui sont effectivement adoptées dans le cadre de la loi, eh bien, restent à mettre en œuvre, restent à construire, à bâtir. Par ailleurs, lors du débat sur la loi engagement et proximité, en cours de négociation, eh bien, le 10 octobre, 2 amendements identiques, l'un émanant du groupe socialiste et l'autre signé des 2 co-rapporteurs du texte, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, eh bien, ces amendements proposent une nouvelle évolution de la désignation des vice-présidents et présidentes de PCI, intégrant la valorisation de l'égalité homme-femme dans la procédure. Il devrait en résulter que s'il y a 30% de femmes qui siègent au conseil communautaire, il devrait y avoir au moins 30% de femmes membres de l'exécutif de ce même EPCI. Il s'agit d'un premier pas. En effet, dans une France qui compte encore, à ce jour, plus de 20% d'exécutifs de PCI exclusivement composés d'hommes. Eh bien, au regard de ce contexte, donc, j'ai résumé, qui est effectivement révélateur de l'actualité toute particulière de la thématique. Donc effectivement, le président l'a rappelé, nous étions interrogés justement sur le caractère fédérateur de cette thématique. Donc bon, je pense qu'il n'est plus, la discussion n'a plus lieu d'être là-dessus et sur son actualité. Donc, à partir de ce constat, eh bien, je nous souhaite d'excellents échanges et débats sur cette question de la parité, sur la meilleure représentation des femmes, donc tant parmi les élus que dans les exécutifs et communaux et intercommunaux. Et effectivement, donc, je nous souhaite une bonne journée de débat et d'échange. Merci, mesdames et messieurs.